Je vous propose 3 volets du dessous des cartes pour réfléchir de manière cartographiée à la politique étrangère des États-Unis. L'exercice touche au monde entier car les intérêts américains sont mondiaux, donc on va prendre une géographie large, mais il touche aussi à l'histoire des États-Unis d'Amérique. Et là, on a une histoire très courte, 250 ans. Voici donc une première partie qui traite de la formation du territoire américain. L'Amérique est peuplée depuis des milliers d'années par les nations indiennes, dont on voit ici les grandes localisations sur le territoire. Cheyenne, Sioux, Pawnees, Choctaw, Cherokee, parmi d'autres. Arrivent sur la côte atlantique des commerçants de la Compagnie de Virginie en 1607, des pèlerins qui débarquent du navire Mayflower en 1620. Ces colons viennent d'Angleterre, ils fuient l'intolérance de l'Église anglicane, d'autres viennent d'Irlande, d'Écosse, de Hollande, de Suède. Ces Américains, nés de l'Europe, vont développer le long de la côte atlantique 13 colonies de la couronne britannique. Et avec un flux constant d'immigrants venant d'Europe, leur population atteint quelques 3 millions d'habitants en 1776. Alors comment, à partir de ces données de base, se forment les États-Unis d'Amérique? Ces 13 colonies font leur unité contre Londres lorsque les Britanniques entendent lever de nouvelles taxes sur le commerce pour financer les guerres en Europe, mais peut-être plus encore lorsqu'elles refusent l'édit du roi George III qui déclare que la colonisation est terminée et ne peut s'étendre au-delà de la chaîne des Appalaches. À cet interdit s'ajoute une donnée géographique. Cette chaîne des Appalaches constituait une barrière naturelle, cela imposait de s'étendre vers le sud, donc il faudra attendre l'exploration d'une vallée orientée est-ouest, le Cumberland Gap, permettant aux chariots de s'engager vers l'ouest. 1776, c'est la date de déclaration d'indépendance qui s'ouvre avec la guerre entre Anglais et Américains. La paix est signée en 1783. Alors commence ce qu'on a appelé la conquête de l'Ouest. Une triple guerre contre les grands espaces naturels, les monarchies européennes et les nations indiennes. Les Indiens présents en Amérique sont divisés, il n'y a pas de pouvoir central, les tribus ont rarement formé de coalitions anti-blancs, et ces espaces des tribus indiennes vont se réduire à mesure de la progression des Américains. En moins d'un siècle, les États-Unis acquièrent par traité, par achat ou par la guerre toutes les terres permettant de former un territoire contigu, soit est-ouest de l'Atlantique au Pacifique et nord-sud des Grands Lacs au Rio Grande. 1783, 1867, la rapidité est stupéfiante, c'est cela sans doute que les Américains considèrent comme leur destinée manifeste. Alors pour arriver à ce résultat, 3 grandes acquisitions vont assurer la continuité territoriale du futur État. Au terme de la guerre d'indépendance, la première grande acquisition se fait lors du traité anglo-américain de Paris de 1783. C'est un territoire entre la chaîne des Appalaches et le Mississippi qui s'ajoute aux 13 États d'origine. En échange, Londres obtient l'absence de revendications américaines sur les possessions britanniques au nord. C'est là l'origine de 2 États anglo-saxons séparés en Amérique du Nord. Ce sera le futur Canada. Deuxième grande acquisition, un vaste territoire aux contours mal connus, mal cartographiés, appelé Louisiane, du nom du roi de France, Louis XIV. Les Américains l'acquièrent pour 15 millions de dollars de l'époque, car en 1803, la France de Napoléon se prépare encore à la guerre contre l'Angleterre et n'a plus les moyens de ses ambitions outre-Atlantique. Il était sans doute plus urgent pour Napoléon de renforcer les États-Unis en Amérique pour pouvoir affaiblir les Anglais en Europe. Alors cette acquisition est une avancée commerciale majeure pour le gouvernement américain, car elle débouche sur le delta du Mississippi et le port de la Nouvelle-Orléans, donc sur le golfe du Mexique. Au sud-est, entre 1810 et 1819, l'Espagne, qui est présente en Floride, cède peu à peu sa souveraineté sous la pression combinée d'incursions militaires privées, la pression démographique des colons et la pression diplomatique.
En 1819, les États-Unis obtiennent par le traité Adams-Onis la cession de la Floride espagnole, ce qui ouvre alors la totalité du golfe du Mexique au commerce américain. Maintenant plus à l'ouest. Entre les Rocheuses et la côte Pacifique, entre la côte de l'Alaska qui est russe et au sud, ce Mexique qui est nouvellement indépendant, se loge un territoire où se pratique le commerce des fourrures le long de la rivière Columbia. Au terme de longues négociations avec Londres, les États-Unis acquièrent près de la moitié du territoire de l'Oregon en 1846 par traité avec les Britanniques. Voilà, vous le voyez, l'océan Pacifique est atteint en 70 ans. L'état de rivalité est définitivement terminé entre Anglais et Américains, et il commence avec l'Amérique hispanique. Car au sud, justement, se trouve la République indépendante du Texas, fondée en 1835 au terme de la révolte des colons texans contre le dictateur mexicain Santa Anna. Cette République du Texas demande son rattachement à l'Union. Le président démocrate James Polk accepte d'annexer le Texas en 1845, ce qui provoque précisément la guerre entre les États-Unis et le Mexique. Les Américains sont vainqueurs en 1848. Polk peut, en position de force, négocier avec le gouvernement mexicain l'achat d'un énorme territoire qui formera ensuite les États de Californie, du Nevada, Utah, Arizona, une partie du Colorado et le Nouveau-Mexique. Le Mexique, indépendant depuis 1821, perd en 1848 40% de son territoire. Eh bien, pour les États-Unis, c'est cette troisième grande acquisition dont je vous parlais. En 1853, les États-Unis achètent la petite bande dite de Gadsden pour faciliter le tracé des lignes de chemin de fer. Et enfin, en 1867, l'achat de l'Alaska à la Russie relève de l'opportunité d'une négociation avec Saint-Pétersbourg, très désireuse de vendre ce morceau de territoire acquis grâce aux compagnies de commerce de fourrure russes. L'accord avec la Russie est conclu le 30 mars 1867 pour 7 millions de dollars de l'époque. On peut d'ailleurs s'amuser à réfléchir aux conséquences pour Washington si l'Alaska n'avait pas été achetée aux Russes et si elle avait été soviétique pendant la guerre froide. Voilà, le territoire est quasiment formé en un siècle. Deux cartes peuvent peut-être nous servir de conclusion. On l'a compris, les espaces étaient immenses et ces États-Unis, formés très rapidement, ont su éviter la dilution du territoire et même sa partition. Mais il s'en est fallu de peu. N'oublions pas la guerre de sécession qui a ravagé le pays entre 1861 et 1865. Elle a opposé les États du Sud, les Confédérés, qui voulaient faire sécession car favorables au libre-échange et au maintien de l'esclavage comme source de main-d'œuvre, aux États du Nord, dits États de l'Union, favorables au protectionnisme et à l'abolition de l'esclavage. On a évité de peu d'avoir là deux États-Unis d'Amérique. Regardons pour finir la carte des États américains d'aujourd'hui. Sur Terre, ce sont le plus souvent possible des lignes, des méridiens et des parallèles qui ont été choisis pour frontières entre les États, afin d'augmenter les chances de répartition égale des richesses du sol et du sous-sol. On a un tracé de frontières selon le principe d'égalité et non selon la nature, le terrain. On voit bien d'ailleurs sur la carte que seuls les grands fleuves et les barrières montagneuses altèrent la géométrie du découpage administratif. Voilà, le territoire est formé, il a fallu en somme le conquérir deux fois. Il a fallu chasser les Indiens de leurs terres et chasser les Anglais, puis les Français, puis les Espagnols de leurs colonies américaines. C'est bien cela qui élabore la doctrine du président Monroe au début du XIXe siècle, l'Amérique aux Américains. Dans le volet numéro 2, on verra les premières interventions extérieures des États-Unis dans le champ des relations internationales.